Des maths à tous, bienvenue sur Révélez vos talents, 40 minutes de podcast au service de votre performance. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant. On va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie, à se remettre en question, à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs. Parce que dans toutes ces histoires de performance, d'espoir et de persévérance, il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous. Et grâce à ça, vous aussi, vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite. Ici Christelle Blandin, et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation. Pour ce premier épisode, j'ai reçu un invité de choix. C'est nul autre que Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux. Élu à cette fonction depuis 2014, il nous raconte en toute transparence son quotidien et ce qui le motive tous les jours. Je vous spoil un peu, pour lui, la plus grande des richesses, c'est l'homme. Ça promet, non ? Allez, c'est parti. Alors, la première question, Gilles, que je peux te poser, c'est quelle est la motivation de s'engager politiquement pour ta ville ? La motivation, elle est liée à une vision du territoire dans lequel j'ai envie de vivre, j'ai envie d'emmener mon équipe municipale. Quand on est élu, notre engagement, c'est celui de transformer notre environnement, notre quotidien de tous les jours, pour que à la fois les habitants se sentent bien de vivre là où ils habitent, que les entreprises aient envie d'aller encore plus loin, de créer de l'emploi, de créer de l'activité, et donc se sentent bien sur le territoire sur lequel ils évoluent, que les associations offrent également une multitude d'activités qui permettent aux uns et aux autres de s'épanouir en dehors du contexte professionnel. Voilà, c'est un ensemble. Je pense que quand on a cette envie de mener un territoire loin, eh bien on franchit le pas de l'engagement politique. On se dit que de toute façon, au lieu de critiquer ce qui se fait, de se dire c'est pas bien, il n'y a pas ça, ça c'est mal fait, eh bien on se dit allez on y va, on franchit le pas, on monte une équipe et on va s'engager politiquement en allant se soumettre à l'élection, c'est-à-dire au vote démocratique des concitoyens pour porter un projet, essayer de les emmener avec nous sur la direction qui nous semble être la meilleure pour notre territoire. Alors du coup, cette motivation, elle aurait pu être déclinée dans l'entreprise. Pourquoi avoir choisi en fait d'être élu ? Ça a été pour moi une interrogation et un choix, effectivement. J'avais envie de m'investir pour une cause, ça aurait pu être celle de l'entreprise. J'ai choisi le collectif tout simplement pour un intérêt très personnel en fait, qui est celui des travaux publics et de voir les chantiers se dérouler. Quand j'étais gamin, j'adorais aller dans les rues qui étaient en travaux, regarder les pelleteuses, regarder les ouvriers, et je me disais, plus grand, je ferais ça, j'essaierais de changer la ville, changer le quotidien, moderniser les choses, faire bouger les choses, et je crois que l'engagement municipal, c'est celui qui permet le plus que ça, c'est-à-dire transformer sa ville, imaginer des projets, les réaliser. Quand vous êtes un élu national au Parlement, vous menez des politiques vastes, larges, vous intervenez sur le côté législatif, réglementaire si vous êtes au gouvernement, mais on ne peut pas dire que c'est vous qui décidez du projet localement et vous le réalisez. Les maires, les présidents d'intercommunalité, les présidents de département à leur échelle, ils ont cette possibilité-là d'interférer sur le changement du quotidien de tout à chacun et de mener un projet de l'idée jusqu'à l'inauguration, à la concrétisation. C'est ça qui m'a poussé à aller plus dans l'engagement politique plutôt que dans celui de l'entreprise. C'était de changer le quotidien dans son bien commun, c'est-à-dire dans le domaine public en fait, plus que dans le domaine privé. Que ce soit dans ce domaine-là ou autre, comment tu affrontes la difficulté ? Parce que tu es élu, on attend certainement beaucoup de choses quand on élit un maire ou une mairesse. Et toi, comment tu affrontes la difficulté qui t'arrive au quotidien ? Alors la difficulté, elle est multiple. Parce que quand on est maire, en fait, on n'est pas seul. On est à la tête d'une équipe municipale qui est variée, que vous avez constituée avec des profils très différents, avec des gens qui ont des parcours personnels différents, des parcours professionnels et des compétences différentes, des origines géographiques, c'est d'en prendre dans tous les quartiers. Et la première difficulté, c'est de faire travailler toute cette diversité ensemble et de les emmener avec vous. Quand la vision est claire, quand le programme est clair, quand vous les avez fait travailler sur ce programme, quand vous les avez convaincus ou quand on s'est convaincu collectivement des choix, parce que quelquefois on peut partir sur une orientation et collectivement décider qu'on va en changer parce qu'on pense que la vérité elle est ailleurs de ce qu'on avait imaginé au départ, il y a déjà une adhésion.
Et quand vous avez cette équipe derrière vous, il y a déjà moins de difficultés, parce que quand vous allez tous dans le même sens, que vous êtes vraiment soudés, que vous avez cet esprit d'équipe, on pourrait même dire de famille si on parle de parti politique pour ceux qui ont un engagement politique, eh bien, vous savez que vous n'êtes pas seul à mener le combat, que vous pouvez déléguer à d'autres déjà, parce que le but d'un meneur aussi, c'est de tracer la voie, mais c'est pas de s'épuiser dans la réalisation au quotidien. Donc moi, j'essaye de dévier les difficultés en répartissant déjà la charge sur celles et ceux qui sont plus à même de mener les opérations en fonction de leurs compétences. Après, les difficultés qu'on connaît au quotidien, quand on est responsable politique, c'est de travailler avec nos partenaires. C'est-à-dire que les grands projets, on peut rarement les réaliser tout seul. Il faut un appui financier, donc il va falloir aller voir le représentant de l'État, il va falloir aller voir la région, le département pour les convaincre de l'intérêt du projet, d'avoir des subventions. Il va falloir discuter avec l'administration qui applique la norme et qui va toujours trouver toutes les raisons pour dire attention, ça c'est possible, ça c'est pas possible, il faut respecter telle norme et votre projet ne peut pas se réaliser, il faut essayer de convaincre en permanence. Donc j'allais dire mon truc, enfin mon plus, c'est que moi j'essaye de convaincre mon interlocuteur de l'intérêt du projet pour l'intérêt commun. Quand on mène une opération, même si elle est difficile, même si elle doit déroger à certaines règles, on explique pourquoi il y a un intérêt à déroger à ces règles et quelle va être la plus-value collective derrière. Et voilà, c'est vraiment le sens du collectif qui nous permet de contrecarrer les difficultés qui peuvent se présenter à nous au quotidien. Est-ce que justement, dans affronter la difficulté, tu y mets toi ta valeur ajoutée? Alors moi j'y mets ma valeur ajoutée par des valeurs que j'ai appris au fur et à mesure de ma vie. Voilà. J'ai été à la fois dans l'école publique, à la fois en école privée. On m'a appris des modes de fonctionnement différents. Et puis j'ai été dans une association que je cite régulièrement, qui est la Jeune Chambre économique, où on m'a appris une chose importante, c'est que la plus précieuse des richesses, c'est l'homme en fait. Et que quel que soit votre projet, aussi génial soit-il, aussi bénéfique soit-il pour la société, si vous n'avez pas le souci de l'homme et la prise en considération de cet impact humain et de l'intérêt de l'homme à porter le projet, vous n'y arriverez pas en fait. Et donc aujourd'hui, ma manière de travailler, elle est basée sur ça. C'est de se dire quelle est la plus-value pour la collectivité et comment les agents de la collectivité, parce que je parlais d'équipe tout à l'heure, c'était l'équipe des élus autour de moi, mais pour réaliser un projet, il nous faut au quotidien le travail des agents, qui soient en service administratif, en service technique, dans les secteurs culturels, sportifs, scolaires. Voilà, donc on a besoin aussi de l'adhésion et d'emporter les agents avec nous. La valeur humaine, vraiment, c'est la première des considérations qu'on doit avoir dans le public, dans nos activités, comme dans le privé, j'en suis convaincu. Donc une fois qu'on a réussi à motiver les gens à suivre par rapport à ce projet-là, tous les élus, que tu as choisi ton équipe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as envie d'aller encore plus loin? Moi je peux dire que par ma formation, par mon expérience, j'ai peut-être aujourd'hui une certaine facilité à mener les projets, à les conduire, à emmener l'équipe. Simplement, la difficulté, ma crainte, ma préoccupation, c'est de tomber dans une certaine routine qui fasse que, au bout d'un moment, on perd en imagination. Et que pour le coup, on serait capable de mener des projets, mais qui ne soient pas ceux qu'attendent la population. On a un élément nouveau depuis quelques années qui nous permet de prendre le pouls peut-être plus facilement, le pouls de la population et ses attentes que ce qu'on faisait auparavant. Ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont leur intérêt, ils ont leur travers. Mais sur les réseaux sociaux, on sait que les gens s'expriment facilement, quelquefois trop facilement, on va le dire, mais ils le font souvent avec beaucoup de sincérité quand même. Et quand vous faites une opération, une action, nous, le parti pris qui a été le nôtre, c'est de communiquer dessus, en amont, pendant la phase travaux, pendant la phase réalisation, et d'écouter au fur et à mesure quelles sont les réactions des internautes par rapport à ça. Et les critiques, souvent elles sont faciles à apporter sur les réseaux sociaux, et bien même si quelquefois elles nous agacent, on essaye d'en tenir compte. Et on se dit, voilà, quand on va finaliser le projet ou imaginer le projet de demain, on va prendre en considération ces observations parce qu'elles sont certainement l'expression d'une évolution aussi de la société quelquefois quand on nous demande des choses différentes de celles qu'on faisait. Et on va compiler ça avec ce qu'on entend au quotidien sur le marché, avec les réunions qu'on fait avec les seniors, le monde associatif.
Avant, on peinait quand même à avoir un retour instantané de la population parce qu'on n'avait pas ce lien direct. Quand on voulait communiquer sur une action, on passait par la presse écrite, par la presse télévisée, mais on n'avait pas le retour du téléspectateur ou du lecteur, voilà, ou très rarement. Donc ça a été un vrai changement. Ma crainte, moi, demain, c'est d'être trop longtemps en poste. Voilà. Et donc aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de me dire comment on prépare demain, et s'il m'arrivait quelque chose qui me succède, et comment on fait que ce qui a été lancé ne s'arrête pas, que la dynamique lancée puisse se poursuivre, voire s'amplifier. J'ai pris d'autres responsabilités, j'étais au départ adjoint au maire, après je suis devenu maire, président d'intercommunalité, président d'agglomération, maintenant vice-président du département. Voilà, mon enjeu, c'est de se dire comment je peux apporter un intérêt maintenant, peut-être sur d'autres mandats à terme. Je crois que c'est pas bon de rester 4-5 mandats en poste dans la même collectivité, qu'il faut aussi savoir passer la main, mais qu'il faut le préparer. Voilà, aujourd'hui je suis pas sur le point de préparer mon départ encore, c'est pas le sujet, mais malgré tout j'y pense. Je me dis dans l'équipe, voilà, s'il m'arrivait quelque chose, s'il y avait un accident de la route, lequel serait susceptible très rapidement de prendre la suite et de porter aussi un message d'espoir et de porter une ligne, une vision des choses et une dynamique pour la ville. Donc est-ce qu'on pourrait dire que tous les matins, ou en tout cas dans ces projets que tu mènes, tu as fait comme un sportif de haut niveau, parce que ça c'est mon appétence de dire ça, mais fixation d'objectifs, ou est-ce que tu y vas au feeling? Non, fixation d'objectifs sans fermer dedans. C'est-à-dire que je me dis que, et souvent aujourd'hui on nous demande d'avoir une vision à long terme, de programmer les choses, de faire des plannings, des plans pluriannuels d'investissement. On le fait parce que ce sont des critères de bonne gestion, c'est bien de savoir où on va financièrement, de programmer les opérations, mais il ne faut surtout pas s'interdire d'en inscrire de nouvelles au gré des opportunités, au gré des besoins. On est dans un monde qui évolue vite. Il y a quelques mois encore, on n'aurait pas parlé de tiers-lieux. Le coworking paraissait quelque chose d'un peu utopiste. On n'aurait jamais imaginé être enfermé chez soi pendant des semaines et tout ça. Voilà. Et donc, si on reste dans des carcans, si on se met dans des cadres trop contraints, je pense qu'on passera à côté des choses et on fera que la population aura l'impression que ses élus sont déconnectés de la réalité. Donc c'est bien de se fixer des objectifs, mais il ne faut pas s'interdire de décider un matin de dire la 2x2 voies, ça va être une fois la voiture maintenant, une fois les vélos. Et on y va comme ça, même si c'était pas dans le programme municipal sur lequel on s'est fait élire au moment où on s'est présenté devant les habitants. Voilà, ça n'empêche pas de consulter la population après pour avoir son retour par rapport à ce que vous avez fait, que vous n'aviez pas annoncé. Mais il faut avoir une vision, mais une vision souple, une vision qui s'adapte au monde qui bouge. Comment au sein justement de la mairie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui gèrent ta communication, tu le fais aussi toi de façon personnelle, comment vous arrivez à gérer l'énervement, à atténuer les frustrations? C'est quoi le message en fait? On bloquera la communication, voire on bloquera l'internaute s'il persiste. L'énervement, la contestation, c'est quelque chose qu'on conçoit bien évidemment. Et la règle, j'allais dire, c'est de se dire que si la personne exprime un mécontentement, c'est qu'elle le ressent comme ça. Et que même si vous trouvez que c'est injuste, même si vous estimez qu'elle a tort, eh bien on va lui expliquer pourquoi peut-être on a fait une modification. Je prends l'exemple, on a changé un sens de rue et puis la personne a trouvé que c'est stupide, que c'était mieux quand c'était en double sens. On va lui expliquer pourquoi on en est venu à ça, quelle a été la demande à l'origine, qui a sollicité ça et ce qu'on pense que ça va amener. Et puis peut-être la personne elle va persister en disant que c'est une ânerie, mais on aura expliqué. Le but c'est d'essayer d'apporter une réponse. Ce qui est frustrant, c'est quand l'interlocuteur n'est pas vraiment identifié et qu'on a l'impression de parler à un pseudo, quelqu'un qui se cache, et quelquefois ça peut être de l'opposition politique, mais ça se reconnaît parce que généralement ces profils-là ils sont systématiquement contre et ils trouvent rien de bien et ils sont jamais dans le positif. Donc on sait qu'il faut prendre du recul par rapport à ça. Voilà. Il ne faut pas y mettre trop d'affectif, on est toujours marqué quand on a une critique, surtout quand elle est à titre personnel, mais il faut savoir prendre du recul et se dire que les réseaux sociaux c'est une partie de la vie, mais c'est pas la vie en général, que c'est pas forcément la vraie vie, que les choses peuvent être fausses dessus, et donc voilà, faut gérer ça avec beaucoup d'attention malgré tout, mais tout en ayant un certain détachement et en n'y prêtant pas plus d'importance que ça, mais en étant rigoureux dans le fait que les règles de respect des personnes soient strictement appliquées. Est-ce que tu as un truc et astuce le matin quand tu arrives dans la mairie?
Est-ce que tu as un rituel qui te met dans une motivation très positive, très dynamique, ou alors est-ce que déjà, rien qu'en sortant de ton habitation, tu te dis, ben voilà, c'est ma ville, c'est ma commune, je pose le pied sur le trottoir et ça y est, mon métier de maire commence. Alors j'ai une première habitude qui démarre pas le matin, mais plutôt la veille au soir, c'est ne jamais partir de mon bureau en laissant des choses à faire sur mon bureau. Il faut que je parte et que tout ait été traité. Éventuellement, il peut rester quelques mails dans la boîte mail, mais il ne faut pas que sur le bureau, il y ait des dossiers qui traînent, parce que ça veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas faites. Et ça veut dire que le lendemain, on va commencer déjà en devant rattraper. Donc si je vais être de mauvaise humeur le matin, il faut que j'arrive avec des choses sur le bureau qui ne sont pas faites, que j'ai laissées la veille. Mais voilà, le principe d'arriver avec le matin le bureau blanc comme une page blanche, ça me donne déjà du peps. Une à deux fois par semaine, enfin on va dire une fois le week-end et puis une fois en semaine, je vais courir avant d'aller travailler, donc très tôt le matin, pour aussi prendre du temps. Pour moi, la course, c'est un exercice physique, bien évidemment, c'est un moyen d'essayer de maîtriser ma ligne, même si je n'y arrive pas toujours, mais c'est aussi 50 minutes, une heure, fois 1h10, pendant lesquelles je vais penser, je vais prendre du recul en fait. C'est-à-dire pendant que je cours là, j'ai pas le téléphone qui sonne, je fais pas mes réseaux sociaux, je lis pas du courrier, je regarde pas la télévision, et je pense au projet et à moyen et long terme. Voilà, c'est pour moi ce moment-là, le moment essentiel, où je prends un peu de recul sur ce que j'ai vécu les jours précédents, et je me dis voilà, il reste ça à faire, et voilà où on va, comment on pourrait aménager ça, tel quartier on pourrait modifier, j'ai vu ça, je passe beaucoup de temps à aller en visite en France, je suis dans beaucoup d'associations d'élus, où je regarde ce qui se passe ailleurs, on fait beaucoup de veille, on essaye de tirer le meilleur des enseignements pris par ailleurs, et on essaye de faire une programmation comme ça, en retenant les expériences les plus abouties et celles qui peuvent être le plus productives. Et donc au moment d'aller courir, eh bien j'essaye de mettre tout ça dans l'ordre dans ma tête, et souvent je rentre en disant on va faire ça, et voilà. Et donc généralement j'arrive plutôt de bonne humeur au boulot, et je suis rarement en colère. Je peux être fatigué, je peux être quelquefois agacé par un sujet parce que je vais avoir une opposition sur un dossier qui est un truc que je vais pas réussir à voir et ça va m'agacer. Mais je suis plutôt le matin moi, de bonne humeur et apte à emmener l'équipe sur les sujets à mener. Aller de l'avant, est-ce que ça veut dire être curieux? Très curieux. Alors je suis très très curieux. Voilà, j'adore aller voir ce qui se passe dans les autres communes. Je vais voir aussi, on a ouvert un centre aquatique. Je peux vous dire que tous les jours, je regarde comment ça fonctionne, les fréquentations, quelles ont été les difficultés, s'il y en a eu. Là, tous les 2 jours, je prends ma voiture pour faire le tour des chantiers. J'y vais tout seul, regarder comment ça se passe, sentir. Quelquefois, quand je vois quelqu'un, un habitant, je vais m'arrêter pour discuter avec elle ou avec lui. Voilà, je suis vraiment curieux de voir comment les choses se passent au quotidien, pour pas être mis en défaut, pour anticiper les problèmes déjà, parce que quelquefois, si vous attendez que les services vous les signalent, ils vont avoir pris de l'ampleur entre le moment où ils seront produits et le moment où on va vous en informer, il sera plus difficile à régler, mais aussi pour avoir le ressenti de la population par rapport à ça, pas être mis en difficulté quand au conseil municipal on vous pose une question sur un sujet, essayer de connaître le maximum de choses. Voilà, vraiment, ouais, je crois que si j'avais un défaut, ce serait la curiosité, parce que je suis très curieux en fait. Dans cette mairie, est-ce que la motivation que tu amènes, et on le voit, hein, qui se transforme en positif dans ta voix, est-ce que tu dirais que tu te trouves un maire accessible pour tes concitoyens? Alors, je le pense, j'espère ne pas le penser plus que ça ne l'est en réalité. J'essaye de l'être à travers les réseaux sociaux, voilà, et ça, c'est pour moi le moyen de compenser deux choses. Déjà, de compenser la timidité de celles et ceux qui n'osent pas demander à aller voir le maire, parce que prendre rendez-vous en mairie, c'est quand même un acte fort, faut appeler, faut téléphoner, enfin voilà. Pour ceux qui ont l'habitude des pouvoirs publics, trouvent ça très simple, mais il faut bien avoir conscience que la grande majorité de la population n'a pas cette habitude-là et quelquefois peut avoir une crainte. Donc j'essaie d'être réactif sur les messages qu'on m'envoie, que ce soit sur Messenger, sur Instagram, même en message privé sur Twitter, enfin voilà. Donc je m'organise pour pouvoir répondre à ça assez rapidement. Je fais les réunions de quartier, 11 à 13 réunions de quartier chaque année. Mais malgré tout, ma prise de responsabilité dans des structures nationales, à l'Association des intercommunalités de France, à l'Association Ville de France, à l'Association des maires de France,
je préside une commission au Conseil supérieur de la fonction publique, ça me prend du temps, je suis au moins une journée par semaine à Paris. J'ai toujours la crainte que ça m'éloigne en fait de la réalité. J'ai l'impression que je vais un peu moins dans les quartiers. Avant, j'allais boire un verre dans un bar régulièrement, j'y vais beaucoup moins. Voilà. Ma crainte, c'est ça en fait, c'est de perdre en accessibilité. Je compense par les réseaux sociaux. Je compense aussi en demandant à mes adjoints d'être sur le terrain, même si je sais que pour un habitant, voir un adjoint, c'est pas comme voir le maire en fait. Voilà, c'est un de mes soucis, ça, l'accessibilité. Est-ce que dans la fonction de maire, il faut avoir le goût de l'effort ? Oui, je pense qu'il faut. Nous, on a un leitmotiv qui est de dire le travail paye. Moi, je répète souvent ça à mon équipe. Je leur dis, il n'y a pas de secret. On a des résultats quand on travaille. Ça tombe pas tout seul le matin. Si vous attendez que les autres s'occupent de vous, vous pouvez attendre longtemps. On est au sud de la région, conseil régional d'Orléans. Si vous savez, d'Orléans, Châteauroux, c'est vraiment tout en bas de la région. C'est le dernier département en population, donc ils vont pas vous regarder si vous levez pas le bras et si vous allez pas à Orléans quelquefois montrer vos projets. Voilà, il faut y consacrer du temps, il faut travailler, c'est le goût de l'effort. Je disais que dans mon cursus scolaire entre le public et le privé, on m'avait appris ça, le goût de l'effort et puis le goût du collectif également. Et voilà, je crois que dire aux gens que on peut travailler sans faire d'efforts, ce serait leur mentir. Je me rappelle d'un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin, c'est au Guignol de l'info, il y avait souvent des petites scénettes, tout ça, et c'était à Monaco, le prince Régnier qui emmenait son fils devant un distributeur de billets. Le fils mettait la carte bancaire dans le distributeur, l'argent sortait, et le prince disait à son fils, tu vois, travailler c'est ça. Et donc... Et ça m'a marqué en disant non, travailler c'est surtout pas ça, c'est surtout pas mettre la carte et l'argent qui sort tout seul, ça c'est l'assistanat. Et si tu veux gagner ta vie, si tu veux être fier de toi, il faut avoir le goût de l'effort, il faut te dépasser. Quelquefois ça fait mal, mais en fait moi je trouve que ça fait plus de bien que ça fait mal. Quand je disais que le matin j'allais courir, courir c'est un effort, mais après vous êtes 10 fois plus efficace et vous êtes tellement fier d'avoir fait ce pourquoi ça vous paraissait difficile au départ. Quand j'étais gamin, j'avais horreur de courir. Maintenant, j'ai pris plaisir à courir. Et voilà, c'est une grande satisfaction l'effort en fait. C'est quoi pour toi la remise en question quand on est maire, qu'on gère une équipe ? Est-ce que les gens osent se confronter à toi ? Tes équipes osent se confronter comme un chef d'entreprise qui a ses salariés. Est-ce que la remise en question, est-ce que tu as été remis en question par tes équipes ? Et est-ce que toi, du coup, tu te remets en question et comment ? La remise en question, la première fois que je l'ai connue violemment, ça n'a pas été dans mes mandats d'élu. C'était à la Jeune Chambre économique, quand j'ai été candidat au national dans une équipe qui a perdu, en fait. Et on s'est tous retrouvés à pleurer au moment de la promulgation des résultats, quand on a vu qu'on avait perdu, en fait, qu'on n'avait pas réussi à convaincre la majorité des présidents de Jeune Chambre de nous attribuer leur confiance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, on n'a pas été suffisamment bon. Voilà. Quand vous perdez, c'est pas de la faute des autres, en fait. Et ça, souvent, je l'entends autour de moi, quelqu'un qui dit, ah, mais les gens n'ont pas compris. Les gens ont très bien compris. Les gens, quand ils choisissent dans leur âme et conscience, quoi, voilà, avec leur conviction, avec la force de leur conviction. Et donc, s'ils ne vous choisissent pas, s'ils ne retiennent pas votre projet, c'est que vous l'avez mal bâti, vous l'avez mal vendu, vous l'avez mal présenté, mais c'est pas celui qui a voté qui a mal compris, quoi. Et donc ça a été pour moi un choc, et ça m'a appris à faire peut-être plus attention, à écouter plus, voilà. Et donc aujourd'hui, dans mon mandat d'élu, il m'a été amené à revivre une situation un peu identique au début du précédent mandat, les années 2014, où j'ai choisi un directeur de cabinet avec un caractère assez particulier, un peu chien fou, jeune, qui bousculait, qui peut être impertinent, où mes élus m'ont demandé à me voir en me disant, Gilles, ça va pas, on t'adore, mais ton directeur de cabinet, c'est pas possible. Il faut le changer, il faut pas que tu le gardes. Et donc là, je l'ai pris comme une attaque personnelle, et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, s'ils me disent ça, c'est parce qu'ils le ressentent comme ça. Donc j'ai vu mon directeur de cabinet, je lui ai dit, bon, écoute, voilà ce qu'il pense de toi, ce qu'on va faire, c'est que je vais te garder quand même, mais je vais te renouveler ma confiance, mais voilà, il faut que tu en tiennes compte, et que maintenant, il faut que tu fasses attention, parce que s'ils le ressentent comme ça, si eux, ils aiment pas travailler avec toi, c'est parce qu'il y a des raisons. Et je crois que voilà, il faut savoir se questionner,
Il faut pas lâcher les autres aussi quand ils sont en difficulté. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'avoir la remise de la Légion d'honneur et c'est Nicolas Sarkozy qui est venu me remettre cette Légion d'honneur. Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui a eu un parcours exceptionnel, c'est quelqu'un qui est aussi mis en cause dans certaines affaires et on m'a reproché le fait de demander à Nicolas Sarkozy de venir me remettre la Légion d'honneur. Et Nicolas Sarkozy, dans son discours, a dit Gilles, c'est quelqu'un de fidèle en amitié, j'ai toujours à mes côtés quand j'ai eu besoin, je serai toujours avec lui quand il en aura besoin. Et je crois que la force des choses, la force des relations humaines, elle est là. C'est-à-dire que il faut savoir être auprès de ceux qui en ont besoin quand ils sont en grande difficulté. C'est sûrement le plus dur en fait à faire. C'est il y a votre mise en question, mais il y a aussi l'abandon que peuvent avoir les autres envers vous. Ça, c'est le plus dur à vivre. J'ai mes prédécesseurs en politique qui m'ont dit Gilles, tant que tu seras élu, tu seras le roi. Le lendemain de ta défaite, plus personne les gens n'oseront même pas te regarder dans la rue, tu recevras plus de mails, tu n'auras plus de messages, tout ça, donc prépare-toi à ça et sache que c'est éphémère en fait. Tu as un CDD et qu'il faut que tu te prépares à faire autre chose du jour au lendemain. Il ne faudra pas que tu en veuilles aux gens qui te regarderont plus parce que c'est comme ça en fait. Voilà. Tu seras plus sur le devant de la scène et donc j'anticipe un peu cette remise en question future. Voilà, je vais essayer de pas faire le mandat de trop, pas faire celui qui amène les gens à plus me réélire, voilà, à pas m'apporter leur confiance. Mais je sais que si ça venait à arriver, bah faut pas en vouloir aux gens, mais faudra pas non plus s'enfermer dans une situation où on a l'impression d'être une victime. On n'est pas la victime, quoi. On est dans un système qu'on accepte et on doit être acteur de sa vie, de son futur. Comment justement on fait pas le pas de trop? Comment tu vas trouver le stop? Et s'il y a un stop, vers quoi il va t'emmener? Je suis pas certain que je le trouve moi-même en fait. Et je suis pas certain que je me rende compte à un moment qu'il y a un stop. En fait, je crois que la difficulté, elle est là. La politique, Jean-François Maillet, qui est vraiment mon prédécesseur, disait tous les jours Gilles, la politique, ça rend fou. Faut que tu fasses gaffe parce qu'un jour, tu peux perdre de pied. T'as tellement de facilité sur des choses, t'exerces le pouvoir, les gens sont très respectueux avec toi, on te facilite plein de choses, voilà. Mais tu peux perdre au pied par rapport à la réalité, donc ça rend fou. Comment trouver le garde-fou en fait? Moi, c'est dans mon environnement personnel en fait. Et clairement, c'est mon conjoint. C'est lui qui va me dire là, tu comprends pas le sujet, ou là, tu mets en avant quelque chose d'important qui est pas important. Et les gens, c'est pas ça leur préoccupation. Et quand on peut s'enfermer dans des petites querelles politiques, un tel a dit, un tel a fait, on peut dire l'a dit, l'a fait, comme on dirait à l'île de la Réunion, mais le risque, c'est que nous, avec nos yeux, on ne voit pas, en fait, parce qu'on s'enferme dans notre petite sphère, dans le petit monde de la cour qui est autour de nous. Et donc, moi, je compte sur mes amis, et c'est pour ça que c'est important d'entretenir ses amis, enfin ses liaisons avec ses amis, et mon conjoint, celui qui partage ma vie, pour me ramener sur le droit chemin quand j'ai tendance à dévier. Et donc il faut avoir des amis qui soient suffisamment proches pour qu'ils puissent se permettre de nous dire ça. Parce que les amis peuvent aussi ne pas vouloir nous blesser et quelquefois pas nous ouvrir les yeux sur notre comportement ou sur quelque chose. Bon, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est sans concession par rapport à ça. Des amis proches qui me disent ça clairement. Laurent, Anise, si je veux citer des prénoms qui me diront sans hésiter s'ils repéraient quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et donc comment on gère le futur, l'ambition d'aller vers d'autres horizons politiques? Est-ce que dans ton projet, tu as déjà une vision de où tu veux aller dans les prochaines années? Ou ça va être un jeu de politique, un jeu d'élu qui va t'amener ou en tout cas contribuer à ton pas d'après en fait? On peut avoir une vision, une envie. Moi, j'ai l'envie de servir l'intérêt public. Je le fais aujourd'hui avec les concitoyens de la ville, de l'agglomération, désormais du département, parce que je suis vice-président du département. Peut-être un jour de mon pays. Mais c'est pas moi qui le déciderai pour le coup. Parce que c'est pas vous qui décidez de devenir ministre ou secrétaire d'État. Vous pouvez décider de devenir président de la République et d'être candidat à la présidence. Mais dans un gouvernement, vous n'êtes pas élu, vous êtes nommé. Donc est-ce qu'un jour j'entrerai dans un gouvernement? Ça pourrait être possible. Si on me le proposait, je pense que j'étudierais
la fonction qui me serait proposée pour voir si mes compétences sont adaptées au poste éventuellement envisagé. Mais je peux dire que si on me proposait, parce que il faut que quelqu'un vous ait repéré, vous fasse confiance, trouve que vous puissiez apporter un plus dans son équipe. Donc c'est convaincre quelqu'un de vous intégrer. Euh, mais quand je dis ça, convaincre quelqu'un de vous intégrer, je sous-entends de faire la démarche presque d'aller voir quelqu'un. Et je pense que ça, en fait, parce que je le vois moi quand je constitue mes équipes municipales, quand quelqu'un vient vous voir en disant j'ai envie d'intégrer l'équipe municipale, 4 fois sur 5 c'est pour de mauvaises motivations. Et c'est pas quelqu'un qui va apporter forcément un plus. Dans mon équipe municipale, j'ai plutôt des gens que j'ai repérés, mais qui sont pas venus me demander en fait. C'est plutôt moi qui suis allé les voir en leur disant si ça t'intéresserait d'être dans l'équipe municipale, je te vois au quotidien dans ton association, tout ça. Et je me dis que quelqu'un qui compose un gouvernement doit faire de la même manière. Et donc voilà, moi je peux avoir une envie de servir mon pays, mais peut-être que jamais je le servirai. Et puis ça sera aussi bien comme ça. Voilà, donc j'ai une vision, des envies, mais je maîtrise pas la suite. En fait. Alors, tu es engagé dans plein de choses. Et aujourd'hui, on a quand même des problèmes d'engagement politique par rapport aux jeunes. Et pas que les jeunes, hein, parce qu'on a vu le taux de vote. Les gens ont du mal à aller voter, à s'insérer dans des programmes, en tout cas à y croire. Qu'est-ce qui demain pourrait nous permettre, nous, chaque citoyen, d'amener l'autre à aller voter et de s'engager politiquement? Moi je crois profondément que si les citoyens vont pas voter, c'est de la faute des élus. Et c'est vraiment une remise en cause qu'on doit faire et qu'on fait pas assez. On est à se dire est-ce qu'il faut qu'on rende le vote obligatoire. Arriver à la contrainte, c'est le pire des systèmes quand même, quoi. Donc moi je dis pourquoi les gens vont pas voter? Parce qu'ils ont l'impression que pour une bonne partie, quoi qu'ils choisissent ou qui qu'ils choisissent, ça changera pas leur quotidien. Qu'il y a beaucoup d'élections en fait dans ce pays et qu'il y en a peut-être qui sont inutiles. Élire un conseiller départemental, un conseiller régional, est-ce que c'est vraiment utile en fait? Vous savez, le département, 70% de ses compétences, c'est l'action sociale, c'est la gestion du RSA, ce sont des dispositifs nationaux, c'est-à-dire c'est un règlement national que vous distribuez départementalement, mais que vous choisissez une liste ou une autre, l'élu qui va être en fonction, en mission, en exercice du pouvoir, il va appliquer le règlement national et vous aurez toujours votre RSA, ça va pas... vous pouvez choisir une équipe de droite ou une équipe de gauche, ça ne va pas vous couper le RSA le mois prochain. Donc je pense qu'il faudrait qu'on prenne le temps de regarder l'organisation nationale, pas de la remettre en cause, je ne dis pas qu'il ne faut pas de département ou région, au contraire, je pense qu'il faut les garder, mais que peut-être il faut étudier d'autres systèmes de désignation, qu'il faut peut-être demander aux citoyens que d'élire son maire, son député et son président de la République. Et que les autres élections, on peut faire autrement, comme les sénateurs qui sont élus par les maires, que les maires peuvent être... ou les présidents d'intercommunalité peuvent peut-être élire les conseillers départementaux, les présidents de département, que les élus départementaux peuvent peut-être désigner les conseillers régionaux, enfin voilà. Et donc je pense qu'il faudrait limiter le nombre d'élections pour aller à l'essentiel et être sur des élections où on a un pouvoir de changer la vie des gens au quotidien. Que là, ils aient l'impression, qu'en choisissant un élu ou un autre, il y a un vrai impact sur leur quotidien. Et puis après, je crois qu'il faut que les élus, ils n'aient pas peur de la transparence et qu'ils expliquent les choses au fur et à mesure où ils le font. C'est-à-dire, vous les voyez au moment de la campagne électorale où ils vont vous présenter un programme, vous allez les voir à la fin du mandat, quand ils vont re-rentrer en campagne électorale, où ils vont vous faire un peu le bilan de leur mandat écoulé. Entre-temps, vous les apercevez dans la presse, mais vous ne vous rendez pas forcément compte de ce qu'ils font. Et je pense qu'il faut qu'on fasse un vrai travail de communication, de transparence, qu'on s'astreigne à aller plus au contact des habitants, pas uniquement par des réunions parce qu'on sait que les gens ne se déplacent pas, mais encore une fois, aujourd'hui, on a des outils gratuits, faciles d'accès pour tout le monde, les réseaux sociaux, qui nous permettent d'expliquer les choses. Voilà, faut pas avoir peur de la transparence et de donner du sens aux choses. Voilà. Il faut expliquer pourquoi on fait les choses ou pourquoi on les fait pas. Il faut essayer de clarifier aussi les choses en termes de compétences. Qu'aujourd'hui, plus personne ne sait ce que fait un département, ce que fait une région. C'est aussi à force de démanteler un peu l'organisation. Avant, on avait des organisations qui étaient claires. Maintenant, on s'est complexifié, c'est-à-dire que chaque collectivité a pu expérimenter de nouvelles compétences, qui fait que un département ne fait pas exactement ce que fait le département d'à côté, une région. Donc voilà, on a perdu en clarté de l'organisation territoriale, et le citoyen, il est un peu perdu, donc qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Les intercommunalités ont rajouté des couches là-dessus, et donc on gagnerait à expliquer un peu comment ça fonctionne, et à diminuer le nombre d'élections, plutôt qu'à rendre le vote obligatoire.
J'ai 18 ans. Toi, Gilles, comment tu me motives ou tu me donnes envie d'aller voter ou de m'impliquer dans la vie citoyenne, dans ma politique de ville, tout simplement? Moi, je pense déjà qu'il ne faut pas attendre 18 ans. C'est pour ça que beaucoup de communes maintenant ont des conseils municipaux des enfants pour les plus jeunes. Nous, on a institué un conseil municipal de la jeunesse, ce qui est même un conseil communautaire, c'est-à-dire c'est à l'échelle des 14 communes de l'agglomération, où on a des collégiens et des lycéens, pour déjà leur donner... rien que de créer cette instance, ou ces instances de concertation, ça provoque dans les établissements scolaires des élections pour désigner leurs représentants. Donc ça oblige l'ensemble des élèves à s'interroger sur cette organisation démocratique, représentative, parce qu'on va les amener à voter dans leur classe pour avoir, ils ont déjà les délégués de classe, mais pour avoir quelqu'un qui va les siéger dans le conseil municipal, c'est-à-dire là où siègent les adultes, et qui va pouvoir contribuer à définir des actions, à réaliser des actions pour la cité. Après, quand vous avez l'âge de 18 ans, l'enjeu, il est avant tout de convaincre les élus en poste de faire appel à des jeunes sur leur liste, peut-être plus qu'on le fait aujourd'hui. Il y a un inconvénient avec les jeunes, c'est que par définition, ils sont mobiles, qu'ils font des études, qu'ils vont partir quelques-uns à l'étranger, et que du coup, dans votre équipe, ils vont être moins présents peut-être que les retraités, que ceux qui ont des professions qui leur laissent plus de latitude. Voilà, le jeune, on a tous envie d'avoir des jeunes dans nos conseils, mais on se rend compte qu'au quotidien, il est moins là. Mais c'est pour la bonne cause qu'il est moins là, quoi. Donc il faut, avec ces jeunes-là, avoir un système qui permette de rester en lien. Moi, j'ai un jeune étudiant qui fait ses études en Roumanie, ses études de médecine. Et donc on échange par les moyens modernes, quoi, par WhatsApp, on se fait visio s'il y a besoin sur des sujets. Mais la difficulté, c'est quand même de faire sa place, et pour faire sa place, il faut se faire repérer. C'est-à-dire, si vous voulez qu'un élu fasse appel à vous sur la liste, ou que si vous allez le voir, vous arriviez à le convaincre facilement de vous prendre avec lui, il faut que vous ayez déjà un investissement pour la cité ailleurs. C'est-à-dire que vous soyez dans une association, que vous ayez créé une activité, que vous soyez sur du bénévolat ou sur de l'animation locale. Si vous êtes venu le voir en disant voilà, j'ai juste envie de m'investir, ça marchera pas, quoi. Il faut que l'élu, le chef d'équipe, il comprenne la plus-value que vous puissiez lui apporter. La plus-value, c'est parce que vous êtes déjà dans un réseau, qu'en vous prenant, il va toucher d'autres, des jeunes ou pas d'ailleurs, des jeunes, qui va reconnaître votre investissement, que vous avez déjà une certaine notoriété. Donc il ne faut pas attendre 18 ans pour s'engager, quoi. Je pense que quand vous avez 14 ans, 15 ans, 16 ans, vous pouvez déjà faire des choses à votre échelle. Et on en voit plein, et c'est ceux-là qu'on remarque, c'est ceux-là qui ont les plus grandes carrières. Une baguette magique arrive, on peut refaire notre vie. Gilles, une nouvelle vie, ça serait quoi? Ah, ce serait musicien. J'adorerais savoir jouer d'un instrument de musique. Voilà, du piano, j'adorerais jouer au piano. C'est un talent que je n'ai pas, que j'ai jamais fait d'études de musique. J'étais dans un environnement très modeste, j'ai 4 frères, 2 sœurs, une famille de 7 enfants, parents ouvriers. Donc on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au musée, on n'avait pas accès à la culture en général. Et ça m'a beaucoup manqué. Je pense que ça aurait plu à mes parents, à ma mère en particulier. Et je désespère pas. Et c'est un de mes challenges. J'en ai 2. Un premier accessible, qui est celui de faire de la musique, effectivement. Pour tout vous dire, pour Noël, j'ai demandé à ce qu'on m'offre des cours de piano. Et un autre qui est inaccessible pour moi, c'est de maîtriser les langues, parler anglais couramment, des choses comme ça, qui paraît très facile pour tout le monde et qui pour moi est tout à fait inatteignable. Voilà. Donc un joli dépassement de soi à arriver, en fait. Complètement. Mais j'essaie de me soigner, là. Je suis dans un groupe qui s'appelle Influencers, où on essaye de travailler justement au dépassement de soi, la prise en considération de l'autre, et où je consacre une journée par mois à ça, en me disant voilà, faut pas rester dans le train-train quotidien, il faut se remettre en cause, et avec des gens très différents de moi. J'ai quelqu'un qui fait un binôme avec moi, qui est un créateur de lunettes, voilà, mais vraiment le créateur, c'est-à-dire il fait les montures, il met les verres dessus. On a des profils totalement différents tous les deux, et du coup on apprend, je pense, beaucoup l'un de l'autre, et ça c'est super enrichissant. Merci beaucoup. Merci. Notre premier épisode s'achève. Un grand merci à Gilles Lavérousse pour s'être prêté au jeu des questions-réponses en toute sincérité. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook
ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.